Bienvenue sur Conscience et dans les chroniques de Josefa Albertini. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème sur l'héritage invisible des traumatismes non résolus dans la lignée familiale. Bonjour Josefa, comment vas-tu bien aujourd'hui? Bonjour Sophie, ça va très bien, merci. Et toi? Je vais très bien, merci. Parfait. Allez, c'est parti, t'es prête pour la première question? Oui, tout à fait. Comment identifier qu'un mal-être ou une répétition de schéma vient d'une mémoire transgénérationnelle plutôt que de notre propre vécu? C'est une question très pertinente, car il est souvent difficile de distinguer l'origine de nos souffrances de nos schémas de répétition. Le mal-être et les répétitions peuvent être liés à notre vécu personnel, des événements, des traumatismes, notre éducation, mais aussi, même si c'est souvent ignoré, une mémoire transgénérationnelle. Alors, on parle de traumatisme là aussi, mais il y a également des secrets, des deuils non résolus, de nos ancêtres et qui nous sont transmis inconsciemment. Alors, pour parvenir à faire la distinction entre ce qui vient de notre histoire personnelle et ce qui est hérité de nos ancêtres, est au cœur du travail sur soi. En fait, l'hypothèse d'une origine transgénérationnelle devient forte lorsque le mal-être ou le symptôme semble vraiment disproportionné à la situation ou inexplicable par rapport aux événements connus dans notre propre vie. Je dirais qu'il y a trois grandes familles d'alertes, de comportements, d'état d'esprit ou encore de symptômes, hein. La première, c'est l'absence de cause vécue. Comme j'expliquais, on peut ressentir une culpabilité, une peur, une tristesse intense, qui ne correspond à aucun des traumatismes, choix ou événements directs dans notre vie personnelle. Ça va être plutôt un sentiment diffus, souvent présent depuis toujours, comme une espèce de fardeau qui ne nous appartient pas. La seconde, c'est la loyauté inconsciente. C'est quoi la loyauté inconsciente? C'est un schéma répétitif. Alors ça peut être un schéma répétitif, maladie, accident, divorce, faillite, que sais-je, qui se rejoue en fait sur plusieurs générations, à des âges ou des périodes similaires. C'est comme en quelque sorte si on était fidèle à une souffrance qui n'a pas été résolue dans le passé par nos ancêtres ou nos ancêtres. Donc souvent, c'est souvent quand même lié ou en réponse à un secret de famille ou un deuil non fait. Et enfin, il y a les symptômes étrangers tels que les angoisses, les phobies ou les comportements autodestructeurs qui apparaissent comme des réactions inexpliquées ou des alertes pour lesquelles notre vécu ne nous fournit pas la clé. On n'a pas de clé de lecture et à ce titre, il y a un thérapeute qui en parle très, très bien, c'est Bruno Clavier, qui dit par exemple: «Tout ce qui n'est pas dit est répété». En définitive, si on ne parvient pas à guérir d'une souffrance ou à briser une répétition, malgré le fait qu'on y travaille, heu, il est pertinent d'explorer effectivement la dimension transgénérationnelle. Cette exploration peut mettre en lumière des fardeaux qui pèsent et qui nous empêchent d'avancer ou qui nous freinent dans notre vie. Peut-on porter inconsciemment les émotions ou les destins de nos ancêtres et comment cela se manifeste-t-il dans le corps ou le psychisme? Selon les concepts de la psychogénéalogie, de la psychologie transgénérationnelle et même de la kinésiologie, pour ma part, il est tout à fait possible de porter inconsciemment le poids des émotions, des traumatismes non résolus, ou même d'influencer notre propre destin par fidélité invisible envers nos ancêtres. En fait, la transmission transgénérationnelle se produit lorsque des événements majeurs, souvent traumatiques, hein, bien entendu, ou honteux, n'ont pas pu être, verbalisés ou élaborés, les non-dits, les secrets ou encore intégrés par les générations précédentes. Lorsque l'histoire familiale est marquée par des drames, comme la guerre, un deuil non fait, un suicide, un abus, un exil où la souffrance vraiment digérée peut se transmettre de plusieurs manières. En un, on peut trouver, ce qu'on appelle le fantôme familial. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une structure psychique émotionnelle qui est parasitaire. Elle est issue bien souvent d'un ancêtre et elle est portée à travers, soi, de par nos cellules corporelles toujours et qui agit inconsciemment. On peut se sentir envahi par une tristesse, une anxiété, une culpabilité qui n'a pas de cause directe dans notre propre vie. Il y a aussi l'empreinte biologique et épigénétique.
En effet, les traumatismes majeurs peuvent modifier l'expression de certains de nos gènes, et ces modifications influencent aussi ensuite la façon dont on va réagir au stress, aux peurs, aux émotions, et elles peuvent même créer une, vulnérabilité très élevée et qui est héritée en quelque sorte. Il y a également les symptômes inexpliqués. Alors ça peut être des blessures héritées qui se manifestent souvent par des symptômes psychologiques ou psychosomatiques. Ça peut être des phobies, l'autodestruction, des dépressions récurrentes, toujours, ouais, sans lien avec nos vies, avec notre vie actuelle, avec ce que l'on vit, hein, au jour d'aujourd'hui, entre guillemets, pour lesquels on trouve aucune explication. On peut également avoir des transmissions, transgénérationnelles, des répétitions de destin. Lorsqu'on reproduit, en fait, souvent sans s'en rendre compte, des schémas de vie spécifiques ont été vécus par nos ancêtres ou nos aïeux. On peut par exemple, pour que ça soit plus clair, choisir inconsciemment, des partenaires abusifs, comme sa mère ou son grand-père ou sa grand-mère, ou encore divorcer systématiquement au même âge que l'un de nos parents. Heu, on trouve aussi le syndrome anniversaire, qui sont en fait des événements importants, type maladie, accident, mariage ou échec professionnel par exemple, qui peuvent se reproduire chez nous, là encore aux mêmes âges et aux mêmes dates, on va dire, que nos ancêtres. Et on trouve aussi l'influence des non-dits et des secrets. Alors les secrets de famille, en fait, ça va créer ce qu'on appelle des tâches inachevées en quelque sorte, qui continuent d'exercer une pression invisible sur nous et qui vont nous obliger inconsciemment à en être le porte-parole muet, si je peux dire. Donc le corps et le psychisme deviennent en quelque sorte le vecteur d'une mémoire collective qui cherche à s'exprimer et à être libérée. Au niveau du psychisme, cela peut se traduire par des troubles émotionnels, des troubles d'humeur, un mal-être profond, des troubles d'identité ou de place, c'est-à-dire, sentiment de pas être d'être à côté de sa vie. Enfin, il y a tellement d'exemples qui pourraient, des troubles, des schémas de pensée, enfin c'est vraiment très, très flagrant. Et les émotions, parce que les émotions non digérées, elles sont stockées au niveau du corps, des organes et du système nerveux. Donc elles vont se manifester sous forme de somatisation, de troubles physiques. En quelque sorte, le corps devient le lieu où, se décharge la tension émotionnelle et l'anxiété héritée. Alors ça peut se traduire également par des douleurs, physiques chroniques ou psychosomatiques toujours, hein, maux de dos, migraines, digestifs, douleurs abdominales, des problèmes de peau, très souvent, et qui ne trouvent bien entendu aucune cause médicale, hein, claire, et qui sont insensibles aux traitements, classiques ou habituels. On peut trouver les éternels troubles du sommeil, avec les insomnies, difficultés à s'endormir, de concentration, des cauchemars récurrents qui peuvent faire écho, de manière symbolique toujours ou concrète, au traumatisme de nos ancêtres. Qu'est-ce qu'on peut avoir également? Une hypersensibilité au stress. Heu, quand on porte cette mémoire transgénérationnelle, si nos ascendants ont vécu des événements traumatisants, type guerre, famine, eh ben, ça peut présenter des variations dans l'expression des gènes, comme j'expliquais. Et donc, ça va nous rendre psychologiquement hyper réactifs à des situations perçues comme dangereuses. Enfin, on retrouve également l'hypocondrie ou l'obsession, parce que ça, c'est vraiment des réactions physiologiques, pardon, disproportionnées, qui peuvent être en effet des mécanismes inconscients de l'organisme, qui tentent de gérer la peur de la mort, de la maladie, héritée toujours, de nos ancêtres, par exemple décédés dans des circonstances, très difficiles. En somme, si je tenterais de résumer, lorsqu'on porte un héritage transgénérationnel, on vit avec des émotions et des réactions physiologiques qui ne nous appartiennent pas, mais qui sont les signaux d'alarme de notre système familial en souffrance, cherchant une résolution. Quels sont les signes que l'on est en train de rejouer une loyauté familiale invisible, selon toi?
Alors, les premiers signes, vont se manifester souvent par un sentiment de blocage ou de répétition inexorable. La répétition de schémas, du destin est l'indicateur, on va dire, le plus fort d'une loyauté invisible ou inconsciente. Les événements de notre vie semblent faire écho à l'histoire d'un de nos ancêtres. Enfin, nos ancêtres, hein, ça peut être nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et cetera. On va vivre en fait une forme de déjà-vu existentiel qui va nous échapper. On parle souvent de syndrome, comme je disais, d'anniversaire, lorsque des événements majeurs surviennent à des âges, des dates, des périodes précises qui correspondent à des drames non résolus par nos ancêtres. De même, on peut rencontrer un plafond de verre inexplicable. On se sabote systématiquement lorsqu'on atteint un certain niveau de succès ou de bonheur, comme si on était incapable de dépasser le niveau de réussite ou de malheur de la génération précédente. L'inconscient peut nous pousser à reproduire, hem, des partenariats toxiques dans nos relations intimes, en attirant et en choisissant des conjoints qui rejouent toujours les mêmes dynamiques souffrantes, d'abandon, de violence, de conflits que celles qui ont été vécues par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et cetera. En fait, la loyauté, elle se manifeste aussi par le port de sentiments qui ne correspondent pas à notre vécu personnel. On ressent, voilà, ça peut être la culpabilité, du bonheur, comme j'expliquais. On se sent mal à l'aise, voire coupable d'être plus heureux, plus riche ou encore en meilleure santé que nos ascendants qui, eux, ont connu potentiellement la misère, la guerre ou la maladie. En fait, cette culpabilité, elle va agir comme un frein puissant à l'épanouissement. Il y a aussi, hein, les phénomènes de tristesse, comme je disais, anxiété diffuse, peuvent nous envahir sans raison apparente. Qui fait souvent ça, c'est une émotion qui fait souvent, écho à un deuil, non fait par nos ancêtres ou une souffrance non exprimée de la lignée, et ça agit un peu comme un fantôme familial qui va nous hanter, nous peser et sentiment, il peut être aussi, conforté, on va dire, par un sentiment d'usurpation, une impression tenace, en fait, qu'on n'est pas à sa place, où on vit un peu par procuration notre vie. Comme si on doit inconsciemment toujours réparer ou représenter quelqu'un d'autre. Il y a aussi des contrats, inconscients et l'obligation. Ça peut être des contraintes invisibles de l'héritage familial et qui influencent nos comportements, nos choix de vie, comme des décisions importantes concernant les orientations professionnelles, notre lieu de vie, l'engagement sentimental. Souvent, on se rend compte que ces choix qu'on fait ne correspondent pas à nos enfin, ne sont pas le fruit ou ne correspondent pas à nos besoins profonds, mais plutôt à une tentative inconsciente de satisfaire les attentes, les rêves brisés ou les besoins non dits de nos parents. Finalement, la plus grande alerte est le refus de la libération. Parce qu'en fait, si on a pris conscience de ces schémas, si on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'il y a quelque chose qui est pas logique dans notre vécu actuel, on peut éprouver une farouche résistance presque physique, hein, à lâcher prise sur ça et à devenir simplement heureux. Et c'est cette résistance, à mon sens, qui est le signe que la loyauté invisible exerce toujours une empreinte, puissante sur notre destinée. Comment amorcer un travail de libération transgénérationnelle sans renier ses racines? Car l'objectif, bien entendu, c'est pas rejeter sa famille, hein, qu'on soit d'accord, mais plutôt de se libérer d'une souffrance qui ne nous appartient pas, afin qu'on puisse vivre, pleinement sa propre vie. Amorcer un travail de libération transgénérationnelle sans renier ses racines repose sur un principe clé, la différenciation et la reconnaissance. En fait, il faut rendre l'histoire et la souffrance à ceux à qui elles appartiennent pour ne garder que la force et les ressources de la lignée. Le premier pas, en fait, vers la libération de la transgénérationnelle, pardon, c'est un travail de connaissance et de reconnaissance de l'histoire familiale. L'inconscient, en fait, ne peut pas digérer ce qui a été caché, peut pas. Donc idéalement, c'est pouvoir échanger avec ses proches, «enquêter» entre guillemets, avec bienveillance bien entendu pour commencer, afin de recueillir les faits, sans jugement. Heu
Ce travail, en fait, c'est pas pour accuser ou pointer du doigt, mais juste comprendre la logique qui entoure cette souffrance familiale, en quelque sorte. Ensuite, il faut distinguer ce qui est de moi et de ce qui est de l'héritage. Quand on identifie un schéma ou une émotion héritée, il faut la nommer. Par exemple, cette peur, c'est pas la mienne, elle appartient à mon grand-père qui a fait faillite. Elle n'est pas ma réalité, puisque moi, au jour d'aujourd'hui, tout va bien dans le milieu professionnel, voilà, c'est florissant, etc. Cette prise de conscience, en fait, elle crée une frontière psychique qui est indispensable entre notre vécu et bien entendu l'histoire de nos ancêtres. Le respect de ces racines passe aussi par l'honneur rendu à la souffrance de nos ancêtres ou de l'ancêtre concerné. La libération, elle peut venir alors quand on leur rend symboliquement ce fardeau tout en gardant l'amour qu'ils avaient pour nous. Cela peut passer alors par le fait de s'adresser mentalement, hein, ou symboliquement à la personne concernée. Voilà, ça peut être des phrases du type: «Je vois ta souffrance, je reconnais la justice que tu as vécue ou autre et je t'en honore». Ça valide ton histoire et ça apaise le fantôme, familial et chercher une reconnaissance en quelque sorte à travers nous. Ça peut être aussi le fait de rendre la charge en effectuant un acte symbolique de séparation. On peut écrire une lettre, par exemple, ou encore, un rituel de deuil pour les secrets familiales, ou même une phrase de libération, hein: «Je te laisse ce qui t'appartient, je prends ce qui m'appartient», tout en maintenant l'amour ou le lien affectif. Et enfin, il faut s'efforcer de garder la force, parce que la libération, c'est pas un rejet, hein, c'est une transformation. Chercher les sources, les ressources de sa lignée, la résiliation face à l'adversité, la créativité, l'amour du travail ou que sais-je, il faut intégrer ces forces positives à notre propre identité. Et en fait, le meilleur hommage que l'on puisse faire à nos ancêtres, ce n'est pas de continuer à porter leur malheur, mais s'autoriser à être heureux. La kinésiologie, hein, pour ma part, elle apporte une dimension unique et puissante puisqu'elle permet vraiment d'accéder à la mémoire corporelle inconsciente. Une fois en fait que je vais trouver la source transgénérationnelle identifiée, on va pouvoir la déprogrammer, la libérer et réintégrer l'énergie positive en déchargeant la charge émotionnelle qui est négative, qui est liée à cette empreinte. Le but ultime étant de réintégrer tout le potentiel personnel de la personne en remplaçant l'ancienne mémoire de souffrance ou de restriction par une nouvelle information de liberté et de plein potentiel. La personne peut alors commencer à se reconnecter à ses propres objectifs et ressources sans être limitée par les contraintes inconscientes du passé. En conjuguant, on va dire, l'enquête psychogénéalogique, avec la recherche des faits, etc., et l'approche kinésiologique, parce qu'on a accès au ressenti corporel, eh bien, on obtient une méthode complète pour honorer l'histoire sans la revivre, en transformant ainsi la lourdeur d'un héritage en une source de force pour l'avenir. Merci à vous derrière votre écran de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur Conscience et nous parlerons des drivers, ces injonctions qui nous pilotent. Merci, au revoir.